Jean-François Delozin, ingénieur polytechnicien, n'avait jamais eu maille à partir avec la police. Mais le 19 août 2008, alors qu'il rentre chez lui après son travail, il prend une petite liberté avec le code de la route. Le petit bonhomme était rouge et j'ai traversé puisqu'il n'y avait strictement aucun danger. Il y avait une voiture de police qui était garée et qui attendait au feu rouge. La policière a ouvert la fenêtre et s'est adressée à moi. « Vous là !» Alors elle me dit le petit bonhomme était rouge. Alors moi je l'ai écouté et j'ai continué mon chemin. La fonctionnaire de police poursuit Jean-François Delozin à pied. Elle appelle ses collègues en renfort pour un contrôle d'identité. Plusieurs badauds s'arrêtent et le ton monte. J'ai pris les gens à témoin, la foule, et j'ai dit, vous vous rendez compte, on fait un contrôle d'identité pour avoir traversé la rue. Alors ça, je le dis. Ça, je l'ai dit fort. Bernard Copin, artisan peintre, sort à ce moment-là d'un chantier tout proche. Il y a un des trois policiers qui a une matraque à la main et qui est très menaçant. Donc mon sang a fait un petit tour en me disant, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Selon la fonctionnaire de police, les deux hommes l'ont injurié, ce qu'il nie. J'ai été contrôlé et en traversant la rue pour aller à ma voiture, elle m'a interpellé à haute voix en disant « Vous aurez de mes nouvelles ». Puis c'est tout. Et moi j'ai fait un jet comme ça par-dessus l'épaule, des nouvelles, vous savez. Bon. Chacun rentre chez soi. Mais le soir venu, deux policiers se présentent à la résidence de Jean-François Delozin pour lui remettre une convocation à se rendre au commissariat. Sa femme les laisse entrer dans le bâtiment. Il est 22h30. Je leur dis, mais qu'est-ce que c'est que ces méthodes totalitaires ? Le premier policier se précipite sur moi, il me met des menottes sur la main droite. Le deuxième enchaîne sur la main gauche. Et je me suis retrouvé menotté. Et ma femme, elle a dit, mais pourquoi vous l'arrêtez ? Et le premier a dit, totalitaire, c'est une insulte. Jean-François Delozin est emmené en pyjama et robe de chambre au commissariat de Versailles. Pour la première fois de sa vie, il découvre la garde à vue et ses petites humiliations. Ça puait l'urine, j'ai compris pourquoi. Ils interdisent aux gens d'aller aux toilettes. Donc bon, voilà. Alors j'insiste, il me dit, je suis seul, donc je ne peux pas vous accompagner pour aller aux toilettes. Bon. Et finalement, j'ai été obligé de me soulager dans la cellule. Les policiers cherchent également à convoquer Bernard Copin, mais l'artisan peintre n'est pas à son domicile. Une voisine les oriente vers la pharmacie où travaille sa compagne Patricia Lamant, qui prévient son concubin. Très vite, la situation bascule. Un policier met la main sur l'épaule de Bernard Copin pour l'emmener. Selon les fonctionnaires, il les aurait insultés et se serait violemment débattus. L'artisan est alors plaqué au sol sans ménagement. Bilan, 10 jours d'arrêt de travail. Bernard Copin est menotté, emmené au commissariat. Tout comme sa compagne qui n'a pas participé à l'altercation. Elle pense simplement être entendue. Le policier qui est derrière moi me pousse assez violemment pour que je rentre. Et je me retrouve assise sur le banc. Et là, on me met les menottes. Et c'est là qu'un des policiers commence à me tutoyer et me dit, sur un ton assez sec, « Ta garde à vue, cocotte, commence maintenant pour 24 heures, reconductible. » Alors là, les bras m'en tombent et je leur demande pour quelle raison. Et ils me disent pour violence aggravée contre policier. Il tape sur son insigne et il me dit de toute manière, je suis assermenté, c'est ta parole contre la mienne. Cocotte, t'as pas l'air bien de te rendre compte de ce qui va t'arriver. Fille de gardien de la paix, Patricia Lamant connaît un peu les procédures judiciaires. Elle est d'autant plus choquée par la fouille à nu, normalement exceptionnelle, qu'une policière va lui faire subir. Les commentaires, c'est écarte les jambes, baisse-toi plus, ou des choses comme ça, pour des fois que vous mettiez quelque chose à des endroits précis. Et donc c'est quelque chose d'assez humiliant, oui. Patricia Lamant passera tout de même 24 heures en garde à vue. Et pourtant, la justice ne trouvera rien à lui reprocher. Alors, que dit la loi ? Selon le Code de procédure pénale, n'importe quelle infraction peut vous conduire en garde à vue, même la plus minime. Vol à l'étalage, infraction routière ou encore outrage à agent. À partir de l'âge de 13 ans, tout le monde peut se retrouver en garde à vue s'il y a des raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis ou tenté de commettre une infraction. Le placement en garde à vue est déclenché pour les nécessités de l'enquête, à la libre appréciation du gendarme, du policier ou du douanier.
Donc vous êtes en garde à vue, elle peut durer 24 heures. Normalement, la détention doit durer moins de 24 heures, mais elle peut être prolongée jusqu'à 4 jours pour les cas les plus graves. Voilà pour le cadre légal. Mais ce qui choque le plus souvent, ce sont les conditions concrètes de la garde à vue, un sujet très sensible. Après 8 semaines d'âpres négociations, le ministère de l'Intérieur nous a autorisés à filmer quelques heures dans un hôtel de police choisi par ses soins à Argenteuil, en région parisienne. C'est un commissariat modèle, inauguré il y a tout juste un an. Un homme d'une trentaine d'années vient d'être interpellé. Il est soupçonné de vol avec violence pour un téléphone portable. L'homme est menotté au banc. Ce n'est pas obligatoire, mais par sécurité, c'est l'option choisie par les policiers la plupart du temps. On va vous amener voir l'officier, d'accord? Venez, levez-vous. Pour notre tournage, c'est un haut gradé du commissariat, le commandant Couder, qui va diriger la garde à vue. Bon, ça va? Bon, alors, vous savez pourquoi vous êtes là, monsieur? Donc, vous avez été reconnu par une victime sur une affaire de vol violence. Écoutez, monsieur, on a besoin de faire une petite enquête. Pour ça, on a besoin de vous garder un petit moment ici, d'accord? Donc, je vais vous placer en garde à vue pour ça. À ce moment précis de la procédure, l'officier doit lui dire ses droits. C'est la loi. Est-ce que vous voulez que je prévienne quelqu'un? Vous avez de la famille à prévenir? Vous avez... Non? Non, je veux pas le numéro pour ça. Non? Est-ce que vous voulez voir un médecin? Est-ce que vous êtes malade? Non? Bon. Est-ce que vous voulez voir un avocat? Ça serait peut-être pas un mal qui vous voit. Comme ça, il vous expliquerait un petit peu ce que vous comprenez pas. Bon, d'accord, alors. Le policier n'est pas seul aux commandes. Il doit rendre compte à un magistrat, le procureur de la République. Il l'appelle au téléphone. Vous téléphone pour vous aviser du placement en garde à vue d'une personne. Il est en garde à vue depuis quelle heure? Alors, depuis 16h15. Mais au quotidien, bien souvent, cela se résume à un simple fax. On va remettre sur le banc. Le jeune homme est maintenant emmené en cellule. Il peut y rester 24 heures, reconductible avec l'accord du procureur. Vous êtes en garde à vue, vous pouvez pas sortir. Non, c'est pas ça. L'homme est étranger. Manifestement, il n'a pas compris qu'il n'était plus libre de ses mouvements. Allez-y, suivez les collègues, et ça va être vite fait. Allez-y. Le jeune homme pénètre dans la zone d'enfermement. C'est souvent le moment le plus difficile à vivre. Il faut enlever sa ceinture et ses bijoux, tout objet susceptible de présenter un danger pour soi ou pour les autres. Il y a également la fameuse fouille, mais cette fois-ci, elle ne sera pas effectuée à nu. Ça dépend. Ça dépend de l'individu, ça dépend de la situation, ça dépend de la façon dont on le perçoit, cet individu. Ce sont des paramètres tout à fait subjectifs. Et pour les femmes, une disposition est particulièrement désagréable. On enlève un soutien-gorge parce qu'au même titre qu'une ceinture ou qu'un lacet de chaussure, on peut s'étrangler avec ça. Enlevez votre chaussure, s'il vous plaît. Les chaussures restent à l'extérieur, car les détenus ont tendance à s'en servir pour tambouriner aux portes. Venez voir avec moi. Venez voir avec moi, monsieur. Il y a les toilettes, d'accord? Juste au-dessus. Vous mettez votre gobelet. Il y a de l'eau qui coule, d'accord? D'accord, monsieur? Toilettes séparées par un mur, point d'eau, cellule individuelle et surveillance vidéo dernier cri. Ce commissariat est ce qui se fait de mieux. Il y a même une douche commune à tous les détenus. L'avocat de permanence, Christian Gallon, se présente. Gallon, c'est pour monsieur. Il a 30 minutes pour discuter avec le gardé à vue. Est-ce qu'il y a eu des problèmes particuliers? Est-ce que je dois noter des choses? Je note tout ce que vous voulez. Et ça sera dans le dossier du tribunal. Est-ce que vous voulez que je note des choses? Non, c'est calme. Je travaille quand même parce que je dors pas une semaine. Vu l'heure qu'il est, il est 18h passées, vous risquez quand même de passer la nuit ici, dans les geôles en garde à vue. Je vous laisse repartir, je vous laisse voir les policiers. Allez, au revoir, monsieur. L'assistance de l'avocat est toute relative, car le lendemain, c'est sans lui que le détenu sera interrogé. Maître Gallon n'a de toute façon pas accès au dossier. C'est une intervention totalement, presque inutile. En tout cas, on n'exerce pas à ce stade-là notre rôle de défenseur. Ça, c'est clair. Il est 19h30, c'est l'heure du dîner. Au menu ce soir, du riz à la provençale, réchauffé au micro-ondes. Un repas gratuit.
Allez, monsieur. Mais ce commissariat modèle ne reflète pas toute la réalité. À Paris, voici l'homme qui connaît le mieux l'état réel des locaux de garde à vue. Jean-Marie Delarue, un haut fonctionnaire de 65 ans, dirige un organisme officiel chargé de contrôler les lieux de privation de liberté. Son équipe a visité près de 150 cellules depuis 2 ans. Hop, c'est celle-là. Son constat est sévère. Pouf, voilà. Venez voir. C'est une vue en plongée, n'est-ce pas, d'une toilette installée dans une cellule de garde à vue, qui est une toilette dite à la turque. Elle n'a pas été nettoyée. Je n'insiste pas sur les saletés sur le mur. Vous avez ici une espèce de couchette de bois. Alors il y a beaucoup de commissariats dans lesquels ça n'existe pas ceci, alors ça ne rend pas les choses un peu plus confortables, ça rend les choses simplement un peu moins froides. On donne quelquefois des couvertures, si on vous en donne, alors vaste problème de savoir si la couverture a été nettoyée. Donc il y a des personnes qui refusent la couverture parce qu'elle est immétable, ne serait-ce que pour la vue et l'odeur, si je puis dire. Et donc, les gens préfèrent le froid plutôt que la couverture. C'est tout le temps comme ça, les locaux de garde à vue? Ah non, il y en a des pires. Il y en a des pires. Des lieux de détention vétustes que l'on retrouverait dans 3/4 des commissariats de France. Voici donc le contexte dans lequel se déroulent près de 900 000 gardes à vue chaque année. Comment a-t-on atteint un tel chiffre? D'abord, parce que la loi est plus sévère depuis quelques années, pour les infractions routières notamment, qui sont à l'origine d'un tiers des gardes à vue. Ensuite, parce que leur nombre est devenu l'un des critères de performance des commissariats. C'est un des critères de l'activité de la police. Nous avons mis en garde à vue 12 613 personnes. Nous avons une augmentation des gardes à vue des lits de droit commun de 0,82%. Et plus ces chiffres augmentent, mieux les policiers sont notés. Mais côté citoyen, si l'on estime que la garde à vue est abusive, y a-t-il une possibilité de contester? Gare Montparnasse à Paris. Ce matin, nous avons rendez-vous avec un couple de Rambouillais à qui il est arrivé une histoire incroyable il y a 1 an. Au cours d'un dîner de famille, leurs 2 enfants de 9 et 12 ans vont jouer dans la rue. Mais il est 2 heures du matin, une patrouille de police passe et embarque les enfants au poste. Au commissariat, les parents sont très énervés. Selon les policiers, ils les auraient insultés. Du coup, 2 semaines plus tard, ils sont convoqués pour outrage à agent. À leur grande surprise, ils sont placés en garde à vue. Ce qu'aujourd'hui encore, ils n'ont pas compris. On attend que les policiers qui nous ont traités comme des bandits, comme des voyous, soient un petit peu inquiétés de la manière dont ils se sont comportés et qu'ils aient des comptes à rendre sur leur façon de faire et leur façon de traiter les gens. Devant la justice, leur plainte n'aurait aucune chance d'aboutir car la loi a été respectée. Leur seul recours se trouve ici, à la CNDS, la Commission de déontologie de la sécurité. Un organisme chargé de pointer les abus de la police. Bonjour. Aujourd'hui, c'est un ancien directeur de prison et un avocat qui les reçoivent. Chacun est entendu séparément. Aborder l'entretien avec l'officier de police. Elle me toise, elle me demande sèchement le strict minimum, mes papiers, mon nom, ma date de naissance, où je travaille. Elle est sèche, elle est méchante, vous mentez. Elle m'a démoli, bien démoli, puis comme ça, après ça, elle m'a interrogé, quoi. Elle a interrogé quelqu'un de démoli. Est-ce que vous avez des observations sur le déroulement de cette mesure qui est une mesure... Je ne comprends pas qu'on m'ait demandé de me déshabiller. Voilà, bon, c'est une mesure réglementaire. Ça, c'est garde à vue, Ah oui, non mais d'accord, mais pourquoi j'étais en garde à vue, moi? Est-ce qu'il y avait besoin que je sois placée en garde à vue? C'est au tour du mari d'être auditionné. C'est un viol, quoi, c'est un viol. Alors, autant être violé quand vous avez fait quelque chose de grave, je dis pas le contraire. Mais là, on peut pas comprendre, on peut pas comprendre. Fin de l'audition, elle aura duré 1h30. Pour la première fois, le couple a pu exprimer officiellement sa souffrance. Ce sera ensuite au tour des policiers d'être entendus. C'est bien parce que déjà, on s'occupe de nous. Qu'est-ce qui va leur arriver à eux? J'espère que ça va les empêcher un petit peu de dormir, d'être convoqués ici. Les époux repartent dans leur village de la région parisienne. 1 semaine plus tard, les policiers sont attendus pour être auditionnés, mais le jour venu, personne. Apparemment, les fonctionnaires ont eu vent de la présence de la caméra. Pourtant, la commission n'a pas grand pouvoir. Elle se limite à envoyer des avis au ministère de l'Intérieur. Des avis qui, selon elle,
n'ont jamais été suivis de sanctions disciplinaires.